CH. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et aujourd'hui je vous propose de redécouvrir la musique de Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Redécouvrir la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Oui, mais bon, le lac des cygnes. Hier, le concerto pour piano numéro 1, on pouvait se poser la question. Et puis à la fin de l'émission, on s'est bien rendu compte que oui, vous aviez raison. C'est pas seulement un divertissement musical, le lac des cygnes. En fait, il faut le voir comme une double trame dans laquelle il y a l'expression d'une certaine superficialité, et c'est voulu. Voilà. Et donc il y a un catalogue de pièces brillantes et qui entoure en fait le cœur du drame, qui est un cheminement mystique, une symbolique très serrée et très rigoureusement traitée. Très bien, symbolique mystique qu'il s'agira de nous dévoiler, de nous aider à découvrir, musicalement bien sûr. Pour ce faire, on rappelle les règles du jeu. Vous avez ici un piano, Bösendorfer, vous avez la partition d'orchestre. De l'autre côté, on a Gérald Dieston pour la réalisation. Et puis vous allez nous enseigner ce que, au gré des numéros parfois charmants, parfois émouvants, eh bien, il s'agira d'entendre dans le domaine de la spiritualité ou du mysticisme. Bah oui, le symbole des femmes cygnes, c'est très curieux, on retrouve ça vraiment dans le monde entier, même au Japon, même en Australie. Et puis c'est une figure évidemment, puisque le cygne vit sur deux éléments, sur l'eau, dans l'air. En plus, dans cette légende, va nous parler d'une jeune fille qui a forme humaine, que pendant la nuit, et puis qui est sous le poids d'une malédiction enfermée dans un corps de cygne. Elle vit sur une île au milieu d'un lac, dans une ruine. Tout ça, ça nous rappelle toute une symbolique d'une partie beaucoup plus volatile, c'est le cas de le dire, de l'âme humaine. Mais enfin bon, on parle d'inconscient, on parle d'âme, ce sont des mots qui sont un peu des fourre-tout. Oui, parlons musique. Vous disiez hier, il faut regarder ces partitions dans les yeux. Regardons-la dans les yeux et oui, argumentez-moi musicalement. À ces parties-là, je pense que je pourrais être aussi philosophiquement plus précis. Oui. Pour l'heure, on pourrait voir à l'ouverture du rideau, laissons pour le moment la courte introduction, j'aimerais vous en parler après, Oui. plongeant dans la superficialité, mais c'est voulu, un jeune homme de 18 ans qui est un prince. Alors évidemment, c'est l'opulence, l'idée de la réussite, l'idée du sens de la vie est tout à fait déterminée par une société dans laquelle il est censé être formaté. Alors ouvertement, on est dans des répétitions même de notes qui sont là pour parler même de quelque chose de complètement bruyant, écervelé. Et tout ça, si ce n'est pas même bien interprété, par exemple si on accentue trop, on doit quand même pouvoir donner une certaine direction à la phrase. Fort heureusement, ce sont encore des paysans, nous dit le livret, qui vont donner même un peu plus de finesse à cette scène, avec, on croirait entendre des vielles à roues, des instruments archaïques.
une foule dansante. Les chanchons de la fête, Bertrand Roulet. Je crois qu'il ne faut pas chercher là-dedans une symbolique particulière, si ce n'est que justement on est dans la pure superficialité. Oui. Le mois ordinaire qui doit trouver sa place au milieu d'autres mois ordinaires, tout ça c'est pyramidal, il y a des valeurs qui sont représentées par la mère de ce prince qui le pousse à faire un beau mariage. On peut imaginer qu'un beau mariage c'est forcément un mariage riche. Et donc c'est, pour bien comprendre la symbolique du mariage dans cette œuvre, on n'épouse pas juste une personne, on épouse des valeurs, on épouse un mode de vie, un état d'esprit. Alors, ce qui peut faire qu'on va moins chercher le sens symbolique de la musique, c'est que Tchaïkovski ne fait pas véritablement des caricatures. Il reste dans son écriture classique avec ses couleurs transparentes, chatoyantes, dans un climat toujours de beauté classique, mais néanmoins l'entrée de la mère, de la reine, montre justement une vision toute tracée qu'elle a pour son fils qui est enracinée dans la convention. Montrez-moi ça. Ça sonne un petit peu comme un exercice. On est dans le nivellement et puis avec des notes pointées. Et tout ça ensuite est évidemment un petit peu enrobé avec beaucoup d'élégance, comme souvent la platitude même dans la vie. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les propositions de la mère pour faire ce mariage se font sur des rythmes qui correspondent à la chasse. Donc on verra ensuite comment toute cette symbolique se met en place. Oui. Écoutons ça ensemble. Micro ouvert. Volontiers. D'accord. Donc ces progressions très scolaires en fait dans les cordes. Puis des rythmes pointés qui vont correspondre plus tard à la chasse. Donc plutôt des valeurs d'agressivité, de compétition. Alors voilà ce classicisme qui fait que tout ça est quand même non pas caricatural mais très équilibré. Les indications scéniques sont très explicites. Il doit se choisir une fiancée. Et donc ça se fait carrément sur des sonneries de chasse. Ici. Ah oui, en même temps, se choisir une fiancée sur des sonneries de chasse, ça cadre bien le problème. C'est pourtant tout à fait le principe de la femme trophée. Il y a la villa, il y a la voiture, il y a la femme qui va avec. Donc c'est évidemment une carrière qui va avec. C'est ça qui est vraiment montré dans l'œuvre. Et bien des éléments vont corroborer cette vision-là. C'est pas quelque chose que je surajoute pour donner un petit peu d'épices. Juste en passant, je ne peux pas le développer tout de suite, l'idée du bonheur à venir de cette union est symbolisée avec un do majeur très clair, très rayonnant. J'aimerais que dans cette scène, l'idée de tout ce qui est sur des rails avec des valeurs bien
conventionnelle et en même temps corroborée par une forte consommation d'alcool. Il y a pas mal de connotations alcoolisées. Ça va s'entendre, ça? Ah bah oui, un petit peu. Il y a l'idée d'un personnage ivre, et puis il y a ce qu'on appelle la danse des coupes, où là c'est encore un élément tout à fait divertissant, où on propose comme divertissement que des gens vont danser avec les coupes à la main. C'est tout de même assez intéressant de voir le traitement musical de Tchaïkovski, de voir qu'on a à la fois cet élément qui doit rester immobile et ne pas se renverser. Donc, la coupe, vous voulez dire, oui. Avec des sonorités cristallines. Et puis, cet équilibre qu'il faut maintenir, à la fois avec une harmonie qui bouge. Et puis en même temps, justement, un geste musical qui insuffle à cette répétition, à ces petites cellules, un statut mélodique. Oui, c'est ravissant, mais ça reste une scène de genre, de l'anecdote. On sent là le jarret vaillant du danseur. C'est tout, Bertrand. Il y a l'irruption de quelque chose d'absolument et radicalement différent, qui se fait d'ailleurs comme par une sorte de rupture d'une membrane à l'intérieur de soi-même ou de masse de matière incompatible. Une réaction quasiment électrique. Ah oui, montrez-moi ça. Et tout d'un coup, on voit passer figure mélancolique et inatteignable de cette bande de cygnes qui volent dans le ciel nocturne. Alors ça, c'est le thème principal de l'œuvre. C'est le plus connu aussi, c'est le thème Racine. C'est vraiment l'élément principal. Mélodiquement, c'est fantastique. En même temps, c'est un lyrisme extraordinairement poétique. Et puis, le sens qui s'en dégage, c'est ce que je dois maintenant un petit peu vous développer, puisque en fait, ce signe, il faut bien se représenter que c'est un état brisé, fracturé de l'être. Pour le prince, cette femme, c'est vraiment son intériorité, son identité la plus profonde. Il y a quelque chose en lui, évidemment, de complètement différent et d'incompatible avec sa vie superficielle qui se réveille dans son émotion en voyant ces signes. Et on a ensuite ces grandes lignes mélodiques qui continuent. Ne serait-ce que pour en comprendre le sens, je pourrais tout aussi bien aussi laisser parler la musique, me taire et vous inviter à sentir ce que ça éveille en vous. En fait, le thème s'envole, il cherche une plénitude. J'ai parlé de do majeur il y a quelques minutes, mais ce do majeur, il n'est justement jamais atteint, on revient. Vous voyez, donc il y a toute une symbolique qui est très forte dans cette tonalité mineure, mélancolique. Et puis, il cherche cette libération, cet envol, ce signe. Et puis, il est comme réabsorbé dans le si mineur. Parce qu'en fait, c'est cette âme incomplète, ce potentiel peut-être qui est en nous, bien ce qui est resté de notre enfance, de ce que nous pourrions être, si on veut l'interprétation la plus matérialiste possible, à la limite, disons, notre enfant intérieur. On pourrait aussi le voir comme ça, et qui est de nouveau réenglouti
dans le si mineur, qui est donc cette incomplétude, cette jonction qui ne va pas se faire avec la volonté de la personnalité du prince. Et Tchaïkovski a, comme dans ses opéras, a souvent cette faculté de raconter toute une histoire, différentes étapes, à travers des variations d'un thème. Le thème, là, il est pris en charge par quelle sorte d'instrument? Au début, c'était le hautbois qui va justement être l'instrument du personnage de Odette, la femme cygne. Et ensuite, c'est vraiment cette vision de ce destin qui ne va pas, de cette jonction qui ne va pas se faire. Donc c'est presque un miroir qui nous est tendu. C'est de notre condition humaine. Ce sont avec les corps. Je n'ai même pas besoin de le jouer tellement c'est connu. Ensuite, on a des éléments qui font partie aussi de ce thème. C'est cette palpitation, cet envol de ces notes répétées. Ce que je veux montrer, c'est par rapport à Do majeur, l'idée d'incomplétude, l'idée vraiment tragique entre ces deux tonalités, si on veut bien sentir en soi toute la résonance symbolique de ces deux états, on pourrait dire de ces deux états de matière, de réalité incompatible. On sent vraiment ici une tentative d'atteindre. C'est vraiment l'idée centrale de l'œuvre. C'est vraiment une opposition. Et puis, le fait que le prince reste justement, s'identifie justement avec les valeurs terrestres et superficielles qui sont les siennes, qui sont celles de sa famille, de son conditionnement, et va oublier justement ce qu'il aura vécu en présence de cette femme cygne, c'est presque que sous l'emprise du rêve, eh bien, tout cela prend l'aspect d'une fatalité, d'une loi, d'une séparation qui est inéluctable, parce que c'est ainsi, dans cette direction de séparation, que toute l'énergie d'une vie aura été investie. Et ça se traduit comment? Alors ça se traduit simplement par des gammes descendantes. Donc, ah oui, très clairement. et puis ça finit avec vraiment ce constat vraiment tragique. On verra que pour moi, métaphoriquement, ce qui se passe dans ce grand bal, ensuite, j'appelle ça le grand bal des illusions, ça va vraiment être un concentré de ce qui se passe dans toute une vie. Et la fin, l'envie de rejoindre la femme cygne, c'est vraiment au dernier moment, au moment de la mort, revoir d'autres valeurs, de voir qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose d'essentiel, mais c'est trop tard. Donc le sujet est vraiment grave et il nous concerne tous. Donc on écoute ce point stratégique du Lac des Cygnes là dans la version orchestrale. Avant de l'analyser.
On a fait combien d'émissions ensemble, Bertrand Roulet? Avec Tchaïkovski, maintenant, je crois qu'on arrive à la 12e. En tout. Oh ben là, ça se compte plus, comme ça se pèse. Parce que je sens à votre regard que dans cette musique, il y a déjà des choses qui sont contenues en germe dans l'introduction. Ça s'appelle l'unité, ça s'appelle le sens. Tout simplement. Oui. Faut dire que ce thème Racine, il a plusieurs modalités de variation. J'en ai noté 4. Il y a d'abord les citations littérales. Ça, même les musicologues le remarquent. C'est dire. Ensuite, il y a des variations partielles. Donc là, c'est juste une ou deux cellules. On en parlera. Des variations élémentaires. Donc ça, c'est tout ce qui est autour du thème. C'est juste un élément de l'accompagnement. Oui. Et puis, il y a les autres thèmes par analogie. Donc ça veut dire que, par exemple, au lieu de faire, on fait. Donc là, c'est vraiment encore même plus désespéré. Si on écoute maintenant, micro ouvert, cette introduction, donc qui est le tout début du ballet, vous verrez que maintenant, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, c'est assez analogue, mais on va beaucoup mieux en percevoir les enjeux. Très bien. Alors, on va chausser nos casques et on écoute ça. Donc on écoute d'abord le hautbois, qui est vraiment le personnage d'Odette, et puis ce mouvement vers le bas qui laisse présager une désolation, un échec. Et la voix de la personnalité terrestre, la voix masculine, répond par la voix des violoncelles. Mais il ne répond que fugitivement, en rêve. Parce que l'accompagnement, on le sent, il est libéré de toute pesanteur. Et maintenant, la mélodie s'élance. Elle veut étreindre, on pourrait dire, la lumière, son but qui est Do majeur. Je vais faire quelques sons au piano, c'est dommage, mais c'est explicite. Allez-y, vous êtes un peu là pour ça. Alors ce Do majeur, c'est vraiment l'élément, le point névralgique. Do. Mais en fait, le but ne sera pas atteint. C'est comme une fêlure qui s'élargit. Parce que la nature n'aime pas le vide, et donc si la place n'est pas prise dans l'âme du prince par Odette, c'est une autre force qui va investir son esprit. Et bien sous un aspect volontairement écrasant, collectif, mécanique, aveugle, disons-le. Selon la logique de l'énergie, tout suit son cours et ça devient une loi, ça devient une fatalité. C'est comme un cri maintenant, un cri de l'âme, la trompette. Et puis le violoncelle ne peut que pleurer sur le gâchis de sa vie. Et c'est sur cette note, ensuite, que commencent les numéros insouciants et le ballet et la vie mondaine. Ce qui donne une autre dimension au tout. Ça a une autre résonance, évidemment. Donc, si on résume les différents éléments de cette histoire, simplement du Lac des Cygnes, Bertrand Roulet, on a cette aspiration à choisir femme. Puis de l'autre côté, on a Odette. Il y a un cygne noir aussi. Non, alors le cygne noir, c'est une invention postérieure dans la reprise du ballet après la mort de Tchaïkovski et ça mélange tout. Même si... Pourtant, c'est bien pratique. Il y a eu le film. C'est bien commode, un cygne blanc, cygne noir, vous le dites. La sublime Nathalie Portman ne change rien à l'affaire. Ça n'a rien à voir avec Tchaïkovski, en fait. Il y a vraiment un monde terrestre avec une personnalité
terrestre, ordinaire, qui croit qu'elle est la totalité de son être, et puis il y a un potentiel qui a besoin d'un acquiescement, d'une volonté consciente, qui reste endormie et qui est fragmentée, c'est-à-dire que le fait que cette femme ne puisse être appréhendée que pendant la nuit et dans un état quand même un petit peu immatériel, avec ce symbole de l'oiseau, ça parle bien. Et en fait, sa malédiction, elle est enfermée dans ce corps de cygne. En fait, elle est condamnée à naître un petit peu en ciel et terre, un peu nulle part, à cause d'une malédiction d'un sorcier qui s'appelle Rothbart, et lequel a une fille. Mais ce Rothbart, c'est la force subtile, si vous voulez, des valeurs de l'ego terrestre qui se défend, qui ne veut pas qu'il y ait libération de Odette, des valeurs représentées par Odette ou d'une vie qui serait en union avec cette dimension-là, parce que ça signifierait évidemment la mort de tout son clinquant, de tout ce qu'il représente. Et donc la fille de Rothbart, qui a été réinterprétée comme étant le cygne noir, c'est rien de plus que les valeurs, c'est pas même une personne, c'est les valeurs que représente la conquête du paraître, du profit à tout prix, sans tomber dans une vision négative de tout ce qui concerne l'argent, comme ça, c'est symboliquement être coupé de penser à court terme, le paraître, tout simplement. D'accord. Alors le problème dans une musique qui est faite pour une chorégraphie, c'est quand même d'avoir des symboles qui doivent être quand même assez bien marqués pour qu'après ils soient visualisés. Ce que vous me racontez là, il y a donc tout un appareil symbolique qu'il s'agira d'identifier auditivement. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a vraiment tout un numéro qu'on doit écouter en entier et que je vais vous commenter parce que là on a pratiquement tous les symboles qui sont mis en valeur. Et ça commence par une scène de chasse justement. Donc à l'origine plutôt un désir aveugle, plutôt agressif. C'est vraiment le prince, c'est pas, avant d'avoir rencontré Odette, il pense pas très très loin. Alors ces rythmes pointés, c'est la chasse, c'est une manière d'exister, une manière prédatrice aussi de voir la vie. Et ces figures de cordes, ça reprend l'aspect scolaire conventionnel des recommandations maternelles. Donc il est sur pilotage automatique, là, il refait ce que sa famille veut. Là, il ordonne de tirer sur les cygnes. Et ça vient du thème qu'on connaît bien. Il y a toujours un équilibre classique, une clarté dans les timbres. C'est bien que tout a toujours quand même une certaine joliesse. Maintenant, l'harmonie est en train de se stabiliser et se focaliser sur une seule note. Et c'est dans cet accord qu'apparaît Odette. Et on a cette opposition d'accords maintenant dont j'avais parlé. Le grand thème. Alors voilà le thème de Odette. Pourquoi me persécutes-tu? Nouvelle mélodie, mais analogue un peu au thème principal. Pourquoi me persécutes-tu? Je ne savais pas, dit le prince. C'est le violoncelle dans cet opéra sans chanteur. Et il sent qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. La mélodie d'Odette peut maintenant s'éclairer d'un sourire. Et le dialogue devient presque entrelacement des voix entre les violons et les bois. Et l'exaltation est en train de monter, c'est presque une libération qui est en train de s'entrevoir. Symboliquement, on s'ouvre vers de nouvelles tonalités, nouveaux éclairages. Et puis Odette explique qu'il faut vraiment qu'il puisse l'épouser, être fidèle. Ça veut dire changer, vivre autrement. Et ça reprend le thème des superficialités de la valse qu'on avait entendu avant.
C'est-à-dire que l'idée de la volupté, de l'amour prend une autre signification. Et là maintenant on va avoir une parcelle du grand thème, juste cet élément élémentaire de battement d'ailes. Donc c'est pas une citation thématique mais juste élémentaire. Oui. C'est un récit, donc c'est une conjugaison presque à travers les tonalités, comme des fragments d'histoire. Et maintenant on va apercevoir l'élément volatile, l'élément subtil de ce moi de la nature qui ne veut pas se faire détrôner et qui dans ce monde onirique a l'aspect d'un hibou. C'est une énergie vitale qui existe aussi dans ce point de vue onirique. Ce sont des valeurs du paraître. Assez militarisé même à la limite. Et on revient par une transition très délicate au récit d'Odette. Rappelons-nous la valse. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. En fait, ce que le prince cherchait, c'était Odette à travers la volupté, à travers l'amour. Mais l'heure n'est pas à la superficialité, l'heure est à la fois à la complétude et et au fait de se trouver soi-même, Ici. de s'accomplir dans ce qu'il est réellement. Alors il décide de faire corps avec ce nouvel état d'être et il prend la décision de rester fidèle à Odette, de ne pas l'oublier. Évocation des conséquences d'une désunion. Donc le gâchis, la lourdeur de retomber dans quelque chose qui à long terme n'aboutit à rien. Là, vous décortiquez ce langage symbolique qui est explicité par des didascalies dans la partition, qui est thématisé. Il n'y a pas un livret qui est énorme, c'est pas très très long, mais il y a quand même des retours de thèmes et de cellules qui sont très très conséquents du début à la fin et qui correspondent aussi à ce qu'il y a dans d'autres œuvres de Tchaïkovski. On pourrait voir maintenant, sans qu'on écoute le disque, parce que c'est quand même très connu, que ce principe maintenant de complétude, c'est-à-dire d'une voix consciente qui peut répondre à ce potentiel très subtil, très très immatériel, bien qu'il s'agisse plutôt d'une autre réalité, eh bien il est figuré par ce passage de violon et de harpe, qui est plutôt la voix d'Odette, où on a l'impression que c'est Chopin qui s'est élargi jusqu'à l'écriture orchestrale. Alors, montrez-moi ça, s'il vous plaît. Et là, on retrouve une analogie avec on l'a ici. Effectivement, en même temps, ça paraît écrit pour le piano. C'est pour quel instrument, normalement? Là, c'est la harpe et puis le violon. Et j'avais dit que le violoncelle, c'était plutôt la voix masculine, donc la réponse du moi conscient du prince. Oui. Alors ici, on a vraiment l'impression que pour une fois, cette partie masculine répond en quelque sorte au violon qui plane dans les aiguilles. Il est harmonisé. C'est un magnifique contrepoint parce qu'il est riche de sens. C'est quand même autre chose que des sautillements en collant et en tutu au bord d'un lac en carton-pâte. C'est vraiment... Il y avait ça aussi avant. Mais les plus belles choses peuvent devenir triviales, c'est évident. Qu'on peut en faire quelque chose de soi-disant commun, quelque chose qu'on croit connaître.
Alors que des passages comme ça touchent d'une façon immédiate, quoi, et on sent pourquoi, en fait. Oui, très bien. Là, vous nous détaillez le contrepoint, Bertrand Roulet. Comment tout ça s'articule et comment tout ça évolue? Cette complétude, elle est pour le moment dans un état de rêve. Le prince est en quelque sorte dépouillé de son contexte habituel. Va-t-il résister? Va-t-il être fidèle à ce qu'il a entrevu? C'est ce qu'on verra dans la scène de bal que j'appelle le grand bal des illusions, où là, alors vraiment, on est dans le monde des décideurs, dans le monde des possédants, parce que c'est bruyant, on peut vraiment retomber dans l'inconscience, hein. Toujours l'omniprésence de la gamme. La gamme étant vraiment la structure même, la loi sur laquelle les mélodies évoluent. Et donc on sautille, on danse, on fait du bruit, on s'étourdit, mais on est dans le bon ordre de ce qui tient le monde. Harmoniquement, également. Aller parler d'un signe entrevu dans une île ou quelque chose de valeur, etc., à des gens qui fonctionnent sur cette modalité-là, sur ce qui est important, ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas. C'est pas évident. Harmoniquement, c'est intéressant d'avoir à la place, au lieu d'avoir un accord parfait sur la tonique, le degré principal de l'harmonie, d'avoir un accord de septième. Ce sont des originalités de la partition. Il y a quelques lourdeurs aussi dans cette scène-là, bien sûr. Et puis surtout, il y a des trompettes qui annoncent les invités, parce que là, il s'agit de se faire voir des autres. Aucune valeur de paraître n'a de sens si on est tout seul sur une île. Donc, en même temps, c'est pas une dénonciation révolutionnaire. J'imagine que ces trompettes-là sont bien utiles pour la gestion du ballet. Oui, mais quand on pense à ce qu'a été la subtilité de ce qui a été vécu pendant la nuit, c'est quand même un petit peu tonitruant. Ça montre le contraste. Oui, Bertrand Roulet. D'un côté, il y a cette aspiration vers Odette et son mystère et ses fêlures ou ses aspects ombrés. Et puis de l'autre, il y a l'appel de la vie commune, peut-être. Il y a ce qui flatte l'ego directement, et puis qui est ce personnage d'Odile, qui est une sorte d'anti-Odette, mais pas du tout dans le même monde féerique. Au contraire, elle représente le trophée, la cerise sur le gâteau d'un certain mode de vie. Donc c'est la femme trophée, et elle est très exactement l'inverse thématiquement d'Odette. Musicalement? Absolument. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut développer dans ce thème. C'est un thème de valse. Alors si on reprend notre thème Racine, vous retournez simplement, et puis vous avez ça. Donc pour le moment, ces harmonies-là, elles sont tout à fait parlantes dans la mesure où elles indiquent une volupté du son de l'harmonie. Cette tension crée un désir. Mais toutefois, le thème de Tchaïkovski n'a aucune vulgarité, parce que cette énergie, cette tension, met à des chemins quelque peu sinueux pour trouver son apaisement, sa résolution. C'est-à-dire ? Par exemple, on a déjà ici. Donc là, si c'était comme ça, ce serait ce que j'appelle la vulgarité, mais on a encore... On a très souvent un jeu comme ça de
de tensions qui se résolvent. Tandis qu'évidemment, l'aspect voluptueux facile qui se résout immédiatement, c'est vraiment l'arc réflexe immédiat du reptile. C'est quelque chose qui est de l'ordre de... Tout de suite, s'il n'y a que ça, on n'a pas le temps d'aller chercher bien loin l'énergie, ou bien si vous voulez quelque chose de plus lyrique. Ah bon, quand même. On est déjà mardi, vous n'aviez fait encore aucune charge contre Verdi. Mais non, mais bon, je suis en train de faire vraiment une analyse harmonique. Je parle d'une tension harmonique qui est immédiatement résolue, tandis qu'ici, elle cascade, elle ruisselle de vasque à vasque avant d'arriver en bas de la fontaine, si j'ose dire. Et alors, ce qu'on verra, c'est que l'élément se confirme. Il y a cet élément légèrement guerrier aussi qu'il faut et pour se gagner une Odile. Il y a un côté métallisé dans son décolleté à paillettes. Avec les trompettes. Petite allusion. Ça, c'est les pensions alimentaires qu'il faudra payer 3 ans plus tard. Vous êtes tellement cynique en même temps. C'est quand même plutôt le contraire de... Mais c'est une symbolique qui est riche, hein, ce qui fait que ce thème, on peut l'écouter avec de nouvelles oreilles. Le sens du thème d'Odile, Bertrand Roulet, vous avez vu le geste de Gérald Guestan. Il va falloir conclure, Bertrand. Il y a dans cette fête tout ce qui distrait, aussi tout ce qui n'a rien à voir avec une structure thématique unitaire, c'est-à-dire, par exemple, ça peut durer toute une vie. Hein. Il y a des numéros, par exemple, qui pourraient traduire tout ce qui fait qu'on va rester dans une distraction perpétuelle, par exemple, le goût des voyages et de l'exotisme. Un monde de distraction, d'étourdissement, un appel d'exotisme, un peu de pacotille. C'est la croisière s'amuse en quelque sorte, Bertrand Roulet. Jusqu'à ce que la jonction, vraiment, le mariage symbolique se fasse à la fin de l'acte. Et lorsque le prince comprend la véritable nature d'Odile, c'est-à-dire que son père, Rodbart le sorcier, se montre sous un aspect effrayant, c'est-à-dire que les choses illusoires ont montré leur véritable nature, décevante, et pour ça, des fois, il faut toute une vie. Et le drame, justement, c'est que il va tout d'un coup se souvenir d'Odette, il va vouloir la retrouver, mais seulement, c'est trop tard. Et on verra qu'il y a toute une symbolique qui a directement trait à la mort dans le 4e acte. Alors, on va méditer là-dessus jusqu'à demain, Bertrand Roulet, pour la suite de cette analyse du Lac des Cygnes, puisque nous redécouvrons Tchaïkovski en votre compagnie cette semaine. Et pour se quitter, ce que vous nous mettiez en lumière il y a quelques instants, Bertrand Roulet, ce dialogue du violoncelle et du violon. Là, on pourrait l'écouter vraiment dans sa version orchestrale avec Karajan.
Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Quelle délicieuse musique que celle du Lac des Cygnes, et quelle richesse de structure, comme vous l'avez montré aujourd'hui. Bertrand Roulet, vous qui nous incitez à redécouvrir Tchaïkovski. Demain, il sera question du Lac des Cygnes toujours, et puis de l'Enchanteresse. Grand merci à Gérald Yestan pour sa réalisation. Isabelle Watson pour son assistance à la production. Musique en mémoire, proposition de Johnny Crider. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.